Ville d'art et d'histoire, Troyes possède un riche et important patrimoine. Des verrières et sculptures de Saint-Pantaléon, au grand tableau de Jacques de Létain à Saint-Rémy, en passant par le Jubé de la Madeleine, ces églises regorgent de trésors. Mais ces musées aussi. Je suis Nicolas Boussert, historien de l'art, chargé des réseaux sociaux au musée du Louvre et directeur du magazine Coupe-Fil Art. Accompagné aujourd'hui de Juliette Jiquel-Mollard, élève conservatrice du patrimoine, nous rencontrons pour ce nouveau numéro de Parole d'art Thomas Morel, conservateur des musées de Troyes. Nous évoquons avec lui quelques aspects de son métier, les collections des musées troyens, mais aussi et surtout la grande restauration d'un triptyque attribué à l'entourage du maître de Dindeville. L'occasion d'échanger autour de peintres que nous avons déjà évoqués à de nombreuses reprises sur Coupe-Fil Art, comme Grégoire Guérard, actif dans la première moitié du XVIe siècle, entre Troyes et la Bourgogne. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir dans ton bureau à la conservation des musées de Troyes. On est au cœur du réacteur des musées de Troyes. Peut-être que dans un premier temps, tu veux te présenter, rappeler brièvement ton parcours. Et après, on va aborder vraiment les musées de Troyes et un grand chantier de restauration mené qui s'est terminé en 2023, donc il y a assez peu de temps. Tout à fait. Alors effectivement, on est au cœur de la conservation des musées de Troyes. Les musées de Troyes, en fait, c'est donc le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, le Muséum d'Histoire naturelle, qui est situé comme le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie dans l'abbaye Saint-Loup, le musée d'art moderne, l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu, qui est incorporée aujourd'hui à la Cité du Vitrail, gérée par le département, mais l'apothicairerie est toujours gérée par la ville de Troyes. Et quelque part, le petit dernier dans ces institutions, c'est aussi donc le musée de Vauluisant, qui est un nom informel, qui regroupe en fait donc le musée d'art champenois du XVIe siècle et le musée de la bonneterie, c'est-à-dire les collections industrielles propres au passé donc de la ville de Troyes. Merci beaucoup. Je suis accompagné aujourd'hui de Juliette Jiquel-Mollard qui vient d'être admise au concours de conservateur, donc qui aura sûrement quelques questions sur ta profession plus précisément. Mais avant ça, est-ce qu'on peut évoquer l'origine des collections des musées de Troyes, parce qu'on vient d'aller au musée Saint-Loup, et donc c'est la question qu'on se pose notamment, puis on en parlait un petit peu ce midi. Quelle est majoritairement l'origine des collections du musée de Troyes ? Alors, les musées de Troyes sont nés, comme beaucoup de musées en France, de la Révolution française, mais nous ne sommes pas ce qu'on appelle dans le métier un musée chaptal, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie de ces musées qui ont été créés sous l'Empire dans les grandes villes de France, en y ventilant les saisies qui avaient été faites par la Révolution française proprement dite, mais aussi les saisies révolutionnaires à l'étranger. On est plutôt en fait un musée qui a été fondé sur le tard, c'est-à-dire que dès la Révolution, donc, on a saisi des œuvres, notamment dans les châteaux et les communautés religieuses de l'Aube, mais le musée n'a ouvert qu'en 1833. Auparavant, on avait aussi déjà réuni un cabinet d'histoire naturelle, si bien qu'au XIXe siècle, d'ailleurs, on a parlé pour désigner ce musée de musée d'art, d'archéologie et de sciences naturelles, si bien que ses collections sont vraiment sœurs. Et puis, ce musée, il a grandi, notamment au XIXe siècle avec les dépôts de l'État et aussi des donateurs assez généreux et assez volontaires, parmi lesquels Eugène Piat, qui est un grand bronzier et qui a aussi donné au musée un grand fonds d'art décoratif qui en a fait l'un des premiers musées d'art décoratif de France. Et en fait, de cette époque-là, l'ancienne abbaye Saint-Loup et ses nouvelles ailes qui lui ont été ajoutées au XIXe siècle n'a plus suffi à contenir ses collections et les musées ont petit à petit colonisé un hôtel particulier du XVIe siècle, enfin des XVIe et XVIIIe siècles, à l'autre extrémité du centre-ville, donc l'hôtel de Vauluisant. Et cet hôtel de Vauluisant, finalement, au fil du temps, il s'est concentré sur les spécificités troyennes parmi les collections, c'est-à-dire l'art troyen du XVIe siècle. On expliquera pourquoi c'est une singularité importante dans nos collections, et donc les collections de bonneterie, comme je le disais à l'instant. Tout ça, donc, dans cet hôtel particulier, au contour un peu bigarré, mais tout à fait charmant, qui est l'hôtel de Vauluisant. Donc toi, tu es conservateur, et tu es arrivé à Troyes il y a 4 ans. 4 ans, tout à fait, c'est ça. Oui, parce que du coup, ce qu'on voit, c'est tu décris la diversité finalement des différents ensembles qui composent les musées de Troyes, mais toi-même, c'est ton deuxième poste, si je ne me trompe pas, et donc
D'où viens-tu finalement et avec quel bagage arrives-tu à Troyes? Alors en fait, j'ai voulu, donc, pour devenir conservateur du patrimoine, commencer par l'école des Chartes, ce qui paraît atypique, mais en fait pas du tout, puisque l'école des Chartes forme des conservateurs de musées et des monuments historiques depuis fort longtemps, et des historiens d'art depuis le 19e siècle. Mais donc j'ai commencé par l'école des Chartes, ce qui était intéressant parce qu'on en sort toujours avec un côté un peu touche à tout, puisque le but de l'école c'est de former à la recherche, sous ses formes d'ailleurs les plus diverses. Et puis donc effectivement après l'école, donc j'ai eu le concours de conservateur du patrimoine, et puis comme j'étais donc en fonction publique territoriale, et bien à l'issue du concours dans la fonction publique territoriale, on nous invite à postuler donc aux postes qui sont ouverts sur le grade de conservateur du patrimoine. Et pour ma part, c'est donc le hasard des opportunités. Donc j'ai commencé ma carrière comme directeur du pôle muséal de la région de Château-Thierry, avec un musée sur Jean de La Fontaine, un autre sur Paul et Camille Claudel, l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry et un petit musée consacré à la Première Guerre mondiale. Donc un patrimoine assez diversifié. Et à Troyes, on a donc ce qu'on appelle encore par ce gros mot donc un pôle muséal, c'est-à-dire un ensemble de musées qui fonctionnaient jadis de manière distincte, mais qui ont été regroupés finalement sous une même tutelle administrative au sein de la ville de Troyes, ce qui les a permis d'ailleurs généralement de monter en puissance, mais ça permet de faire en sorte que aujourd'hui je m'occupe des collections donc d'art ancien des musées de Troyes. Donc tout ce qui va du Moyen-Âge au 19e siècle inclus, et je ne parle pas de l'ethnographie. Donc ça implique une certaine gymnastique intellectuelle, surtout quand on a la chance de mettre le pied sur des collections, comme les collections donc, troyennes, d'art troyen du musée d'art champenois du XVIe siècle, pour lesquels il faut se plonger dedans, même si on a aussi un certain nombre de spécialistes qui travaillent dessus également. Et pour donner un peu une image de mon travail, je pourrais être tout seul dans ma tour au musée des Beaux-Arts et en face au musée d'art moderne, la conservatrice des collections du musée d'art moderne elle-même dans sa tour, mais le principe d'un pôle muséal, c'est qu'en fait tout le monde est regroupé sous une même direction. C'est notre conservateur des collections d'archéologie Éric Blanche-Gorge qui est notre directeur, et derrière ce mur, juste à côté de mon bureau, on a ma collègue qui s'occupe des collections d'art moderne. Et juste pour rester un instant sur ta formation, je sais qu'à l'école des Chartes, vous faites une thèse d'école des Chartes. Est-ce que cette thèse t'a amené finalement à avoir t'a donné plutôt des clés pour travailler sur des collections, que ce soit à Château-Thierry ou à Troyes éventuellement? Oui, complètement. Alors, j'ai fait une thèse à l'origine sur ce que je pensais aborder comme un mécène de la fin du Moyen-Âge, Tristan de Salazar, qui a été archevêque de Sens entre 1474 et 1519. Mais finalement, je me suis concentré essentiellement sur sa commande la plus importante, qui est l'hôtel de Sens à Paris. L'hôtel de Sens, c'est l'un des deux seuls hôtels particuliers médiévaux qui nous restent à Paris. L'autre est bien connu. Aujourd'hui, bibliothèque Forney. Tout à fait. Aujourd'hui, bibliothèque Forney. Et puis, l'autre hôtel particulier médiéval qu'on connaît bien, c'est l'hôtel de Cluny. Mais finalement, ça nous fait un patrimoine assez restreint. Et l'intérêt, en fait, de cette thèse, outre le fait, et j'espère y arriver un jour à une forme publiable, outre le fait de restituer les contours d'origine de l'hôtel de Sens, qui a été extrêmement restauré dans les années 30, en vérité extrêmement abîmé auparavant, ça a été donc de me plonger d'abord dans une recherche qui prenait vraiment une forme d'enquête avec des sources très très distinctes, donc ça m'a musclé, si j'ose dire, en tant que chercheur, et puis au-delà de ça, ça permet aussi de penser en 3 dimensions, et un de mes grands dadas dans l'histoire des collections, c'est aussi de savoir d'où elles viennent, et est-ce qu'elles s'inscrivaient dans un cadre architectural, et c'est une dynamique qui ne m'a jamais abandonné en fait dans mes recherches depuis. Est-ce que tu as pu utiliser d'ailleurs dans les récentes expositions qui ont été faites à Troyes, notamment autour des décors de châteaux, Oui, tout à fait, autour en fait du noyau dur de nos collections, c'est-à-dire donc les saisies révolutionnaires dans les châteaux, dans différents châteaux de l'Aube, ou notamment pour le château de La Chapelle-Godefroy, donc près de Nogent-sur-Seine, mais pas que ce château. Donc les musées ont pu bénéficier d'une saisie d'un fonds très important de tableaux de Charles Natoire. On en a une quinzaine aujourd'hui, même si on avait 25 à l'origine.
Et les documents d'archives m'ont permis de comprendre le rôle que ces peintures jouaient dans l'économie du décor, qui, comme toujours au XVIIIe siècle, était très important puisqu'on avait une interaction entre des boiseries et des peintures qui étaient faites sur mesure, évidemment, pour y aller. Et ça a permis d'ailleurs, dans certains cas, de comprendre certains choix du peintre et aussi, surtout, certains choix dans la composition qui deviennent tout à fait éloquents quand on replace ces peintures dans un cadre architectural. Les Natoires qui ont une salle presque à eux, au musée Saint-Loup. Tout à fait, puisque le musée Saint-Loup est le musée qui conserve le plus grand nombre de natoires au monde groupés dans une même collection. Et juste tu parlais du noyau dur des collections, on évoquait rapidement ce midi de manière informelle l'importance des plâtres, mais finalement quelles seraient un petit peu les particularités des musées Troyes, mais surtout du musée Saint-Loup en l'occurrence, de ce point de vue-là? Alors moi j'aime bien justement, j'y reviens toujours à nos saisies révolutionnaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à des commandes de grande importance, mais qui sont toujours profondément implantées dans le territoire. Là où dans un musée Chaptal, comme je le disais, voilà, on peut voir de très beaux Rubens à Rouen comme à Grenoble, qui ne viennent ni de Normandie ni du Dauphiné, mais de Belgique par exemple, alors qu'ici tout est lié à des commanditaires qui étaient profondément implantés dans cette histoire de la Champagne. Et puis au-delà de ça, ce qui est assez drôle après, ce sont nos dépôts du 19e siècle, dépôts de l'État faits généralement dans une grande incohérence, parfois avec des choses dont on s'est littéralement débarrassé chez nous, je pense. Je pense à une sculpture de Charles Cordier ou encore à une toile film d'horreur de Boulanger, hein, l'assassinat du duc d'Orléans, qui a été bien mis en valeur récemment à la maison Victor Hugo. Et puis au-delà de cela, ces fonds d'atelier du 19e siècle qui ont été donnés par les artistes eux-mêmes, en l'occurrence donc Simard, fonds d'atelier qui a été donné par sa veuve, Dubois, qui nous en a fait cadeau petit à petit avant que sa veuve ne nous donne le reste. On a notamment toutes les cires de Dubois, Paul Dubois, et autres natifs de Nogent-sur-Seine comme Dubois, Alfred Boucher, l'un des maîtres de Camille Claudel, dont on a également quelques œuvres. Et c'est très intéressant puisque ce sont des sculpteurs qu'on se partage, entre guillemets, avec le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Et on n'est pas trop de deux institutions d'ailleurs pour travailler sur ces artistes et surtout sur l'arrière-cuisine de leur œuvre que sont vraiment ces fonds d'atelier. Ouais. Et justement, alors, tu arrives au musée, deuxième poste. Quelles sont tes premières activités pour t'approprier ces collections très variées finalement ? C'est une excellente question. Alors quand je suis arrivé, on travaillait en plein sur un chantier de rénovation du musée des Beaux-Arts, enfin un projet de chantier qui est encore à l'étude, hein. Les choses prennent du temps, mais c'est assez normal quand on voit l'ampleur de la tâche. Mais ce qui était intéressant justement, c'était l'idée de plancher déjà sur une exposition pour l'ouverture en fait du musée Saint-Loup après rénovation, et on songeait en fait à traiter le cas de Philibert Horry, c'est-à-dire le commanditaire des natoires, donc un ministre de Louis XV, et le confinement est arrivé au bon moment puisque ces recherches sur les tableaux de natoires que j'ai justement après dupliqué sur d'autres châteaux. En fait, je les ai faites juste avant, enfin j'avais photographié des archives juste avant le confinement et j'ai eu tout le loisir de les étudier. Et après, je dirais que c'est beaucoup par électrochoc, c'est-à-dire que d'un coup, on se plonge sur une partie de la collection parce qu'il y a nécessité à le faire, parce qu'un chercheur vous interroge ou parce que d'un coup, il faut créer une action autour de telle ou telle collection, et là, on se plonge à corps perdu un peu en grinçant des dents, puisqu'on ne peut pas être spécialiste de tout, mais on essaie de se mettre à jour le plus rapidement possible sur telle ou telle partie de la collection. Il faut avoir beaucoup d'appétit et beaucoup de vitalité. Oui, parce que donc là, on a parlé d'un fond avec natoire 18e, on a parlé des sculptures, le fond sculpture qui est très important 19e, ouais. Mais on est à Troyes, on est en Champagne, donc il y a aussi le 16e. Le 16e, la sculpture et la peinture, deux choses différentes aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes spécialistes qui les étudient pour le moment, parce qu'effectivement, Troyes, par le biais d'une grande poussée démographique, a été au XVIe siècle la 5e ville de France. La première, c'est toujours Paris. La deuxième, c'est Rouen.
Suivi de près par Lyon, je rassure les Lyonnais. Quatrième ville célèbre à la Renaissance en France, c'est Toulouse. Notamment, on le sait, c'est une banalité de le dire, grâce au commerce du pastel. Et Troyes, qui arrive enfin, qui était une ville prospère au Moyen-Âge, sans être non plus l'une des premières villes de France, mais ville qui se retrouve sur le devant de la scène, notamment grâce à sa position qui en fait un carrefour commercial de premier temps, puisque Troyes est en fait à mi-chemin entre Lyon, qui est la plaque tournante par laquelle s'écoulent les produits qui arrivent d'Italie, et les Flandres, foyer dynamique s'il en est. Et à cette époque, on trouve des marchands troyens jusqu'en Flandre, ce qui montre très bien en fait l'aura de cette ville à la Renaissance. Et ce qui ne le montre que trop bien aussi, c'est l'origine de certains artistes que nous avons dans les collections. Et on s'aperçoit qu'il y a en vérité des origines très internationales pour ces artistes. Justement, des artistes qui viennent de Flandre et qui sont passés par Troyes, aussi la Bourgogne. On reste sur la route de l'Italie. Dijon aussi, on est sur la route de l'Allemagne aussi. Donc on va parler de quelques-uns justement, des peintres notamment. Grégoire Guérard, j'ai vu que tu as pris le livre de Frédéric Elsig pour l'avoir sous la main. Tout à fait. Grégoire Guérard, donc peintre assez célèbre, voire très célèbre à Troyes, en tout cas depuis plusieurs années, parce qu'avant ça, il était un peu tombé dans l'oubli et surtout non identifié. Un peintre qui est passé par la Bourgogne, donc Tournu, qui a travaillé à Troyes, notamment. On a encore des verrières en place, notamment à Saint-Pantaléon, dues à Guérard et son atelier, et des panneaux au musée de Vauluisan. Exactement. Et un autre peintre qui a travaillé avec Guérard pendant un temps, et surtout pour les Daindevilles en Bourgogne, Bartholomew Spons, enfin qu'on identifie comme Bartholomew Spons, mais qui est, de son nom de convention, le maître de Daindeville. Tout à fait. Et on va parler d'un grand chantier de restauration, de panneaux qui ne sont pas de la qualité de ce que peut faire le maître de Daindeville, mais qu'on attribue potentiellement à son atelier ou à son entourage. Un chantier de restauration assez important pour les musées de Troyes, puisque donc, c'est une réunion de panneaux. Tout à fait. Donc le panneau central qui vient de Bar-sur-Aube. Exactement. Oui. Et les deux autres panneaux qui viennent de l'église Saint-Rémy de Troyes. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, c'est effectivement donc ce sont des panneaux qui ont suivi des destins divers. Alors pendant longtemps, on avait déjà identifié sans aucun problème donc les volets latéraux de ce retable, volets donc double face, avec une face en grisaille et une face colorée à l'intérieur. Je rappelle que les retables étaient fermés les jours ordinaires, donc on ne voyait que la face en grisaille, et ouvert lors des jours de fête, où on montrait la face colorée. Et donc ces panneaux, ils ont été légués en 1891, si je ne dis pas de bêtises, à l'église Saint-Rémy par un peintre qui s'appelle Gabriel Atto, une personnalité assez intéressante d'ailleurs, sur laquelle il y a pas mal de recherches en ce moment. Et donc Atto lègue ces panneaux, qui sont extrêmement intéressants. Quant au panneau central, lui, donc, il a fait sa petite vie en arrivant en fait dans la principale église de Bar-sur-Aube, où il est identifié depuis finalement assez peu de temps. Je crois que le seul indice qu'on ait de la présence de ce panneau dans l'église, c'est tout bêtement en fait son classement au titre des monuments historiques qui intervient dans les années 1890. Où était-il avant? Comment arrive-t-il là? C'est ce qu'on ignore pour l'instant. Et donc on peut dire que ces panneaux, ils ont été séparés pendant très longtemps. Il y a eu une première tentative de les réunir lors d'une exposition dans les années 90 au musée de Vauluisan. Pour diverses raisons dont on va sans doute reparler, ces panneaux n'avaient pas pu rester réunis tous les trois sous le même toit. Le panneau central est reparti à la ville de Bar-sur-Aube. Les volets latéraux, eux, ne sont pas retournés dans l'église Saint-Rémy. Ils sont restés sagement dans les réserves des musées de Troyes, parce qu'on se disait bien qu'on les réexposerait un jour, et par tout un aboutissement d'initiatives qui ont commencé en 2016, on peut enfin, depuis l'été dernier, donc depuis 3 mois maintenant à peu près, voir ce triptyque reconstitué au musée de Vauluisan à Troyes. Donc une restauration assez longue, parce que ça fait sans doute 7 ans de restauration. Est-ce que ça vient de l'état des panneaux qui étaient... les négociations avec Bar-sur-Aube peut-être, ah oui, peut-être aussi. Alors les négociations avec Bar-sur-Aube, finalement ça a été relativement simple, puisque donc si le panneau central n'était pas resté donc au musée de Troyes après l'exposition dont je parlais à l'instant, c'est parce que le panneau arrivant dans la salle qu'on lui avait préparée, s'est trouvé mal. La raison en fait de tout le temps qu'a pris cette affaire, c'est qu'on est face à des œuvres qui sont peintes sur bois.
ce qui est tout à fait courant pour des tableaux d'église de la Renaissance en France. Mais donc ces panneaux sur bois réagissent extrêmement vite à l'hygrométrie. Tout à fait. On n'est pas sur un support qui est unifié comme une toile, ce qui veut dire que les planches, elles jouent les unes par rapport aux autres, avec des fendillements qui peuvent apparaître, et puis au-delà de ça, elles exercent les unes sur les autres des contraintes, les restaurations intérieures également, et tout ça peut rendre le support complètement malade. Et je me rappelle que ma prédécesseur, de son propre témoignage, avait été assez effrayée finalement au bout de quelques mois dans l'exposition, puisqu'il y a eu des soulèvements de la couche picturale assez importants, auxquels on a remédié donc avec la venue d'un restaurateur à l'époque, et puis on n'avait pas tenu finalement à conserver le panneau chez nous pour des raisons toutes bêtes, qui est que lorsqu'un panneau réagit comme ça, c'est qu'on se dit qu'il n'est peut-être pas très content de l'environnement dans lequel on l'a déplacé et auquel il ne s'est pas habitué. On a des panneaux conservés dans les églises qui se portent très bien, et puis le jour où on les transfère dans les musées, et ben parfois le changement d'environnement. Exactement. Mais justement là, donc le triptyque restauré est présenté en salle, et on peut faire le tour et on voit ce qui a été fait derrière sur le bois, et on se rend compte qu'il y a eu un travail sans doute assez important en plus de la couche picturale. Mais que sa présentation lui laisse une grande liberté de mouvement encore, à ce qu'on voit. Oui, tout à fait. C'était un peu mon désir justement qu'on puisse tourner autour, et surtout qu'on puisse voir le panneau, je dirais, à l'aboutissement d'une perspective dans une salle, et pas mis sur le côté contre un mur, puisque ces retables, évidemment, il y avait un effet de mise en scène important. On les trouvait sur un autel dans le fond d'une église, et c'est ce que j'ai voulu évoquer comme effet. Mais pour revenir à la restauration, en fait, il faut se faire l'idée finalement d'un grand malade, c'est-à-dire que il y a eu une multitude d'initiatives lancées par notre directeur, Éric Blanchegorge, pour obtenir donc le dépôt de peintures troyennes récemment identifiées au sein donc des musées de Troyes. C'était le cas par exemple pour un retable de Grégoire Guérard qui était conservé dans les réserves du musée Unterlinden à Colmar, qui a été récemment restauré donc, et mis en dépôt dans les salles du musée. Et il est visible dans la partie consacrée à Grégoire Guérard, juste avant qu'on tombe sur le triptyque de l'entourage de Bartholoméus Pons. Mais pour revenir donc à ce dernier, en fait on était venu voir le panneau central du retable donc dans les locaux de la ville de Bar-sur-Aube, et là on s'est aperçu qu'il y avait de très très nombreux soulèvements, et donc le premier réflexe ça a été de faire venir donc une restauratrice qui heureusement donc a son atelier dans l'Aube, et qui l'a littéralement recouvert de papier japon, hein. Donc imagine qu'on met un sparadrap quelque part sur les parties de la couche picturale qui sont soulevées, qui sont prêtes à se décoller et à tomber, et avec ces facings comme on dit en papier japon, et ben le panneau était prêt à voyager, et il est parti avec donc ces deux petits frères, les deux volets latéraux, dans les ateliers du Centre de recherche et de restauration des musées de France, en l'occurrence au château de Versailles, et c'est là qu'a pu démarrer sa restauration. Et d'un point de vue très pratique, comment a été financée cette restauration? Comment ça s'est organisé? Alors pour une restauration de cette ampleur, il faut savoir qu'on a parfois des panneaux de retable qui font 1 mètre de côté, et ça peut coûter 50 000 euros de restauration si on a des gros problèmes de soulèvement, de support, puisque ça nécessite en fait l'intervention d'un groupement de restaurateurs qui travaillent généralement à plusieurs sur le support et à plusieurs sur la couche picturale, avec d'ailleurs des restaurateurs support dont le corps de métier d'origine est plutôt celui de l'ébénisterie et de la menuiserie, et pas nécessairement en fait celui de la peinture, comme ça peut être le cas pour des peintures sur toile, ou même les restaurateurs spécialisés en support ont d'abord et avant tout appris à peindre quelque part. Et donc en fait cette restauration, alors elle est payée par la ville de Troyes. On a la chance, vu la taille de la ville et vu l'ampleur des collections qui est d'une échelle assez importante par rapport à la taille de la ville, d'avoir quand même un budget de restauration qui nous permet chaque année de lancer 1 ou 2 opérations d'envergure comme celle-ci. Même si ce qui a pris du temps, c'est que ici donc on est face à un triptyque donc avec 3 panneaux, donc il a fallu démultiplier les choses dans le temps. Et qui est grand. Et qui est grand. Qui est grand, oui. Effectivement. Quel a été le montant de l'opération? Je pense qu'on peut le dire, c'est pas un secret. Alors bon, on reste toujours un petit peu pudique là-dessus, mais bon, voilà, j'ai dit que pour un panneau, parfois on arrivait à 50 000 euros. Dites-vous que là, on en a 3, dont certains qui sont double face. Donc on arrive à peu près à comprendre un peu l'échelle de la chose, hein, sur une petite somme à 6 chiffres, on va dire, mais qui a été assez importante. Le retable mesure effectivement 1,73 m de haut, et lorsqu'il est ouvert
ouvert, il mesure à peu près 1,73 m de large également. Donc un retable qui est quasiment carré lorsqu'il est totalement déployé et qui revenait de très loin. Oui, parce qu'aujourd'hui on redécouvre les couleurs. Alors nous on l'a pas connu avant. Et je pense qu'effectivement l'état à Bar-sur-Aube, ne serait-ce que du panneau central, devait être assez inquiétant. On n'a pas parlé de l'iconographie. Oui. Bon, là, c'est un podcast, c'est de l'audio, donc les gens ne verront pas, mais on publiera à côté des photos, on pourra voir le triptyque. Une iconographie un peu particulière aussi, le panneau central, il est curieux. Alors tout à fait, on a une iconographie très particulière puisque, alors que représente le triptyque de l'entourage de Bartholomeus Pons? Eh bien l'adoration de la Trinité. Alors la Trinité qui est ici représentée de la manière la plus abstraite possible, ou presque, on n'est peut-être pas dans la manière la plus abstraite qui est celle d'un simple triangle, mais de 3 personnes ayant le même visage. On n'a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme souvent au Moyen-Âge avec un grand barbu coiffé d'une tiare, le Fils représenté sous la personne du Christ et le Saint-Esprit sous celle de la colombe. Nous avons 3 personnes couronnées au visage identique et tenant donc le livre sur lequel sont inscrites les lettres Ego sum alpha et oméga, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Paraphrase de l'évangile de Jean. Et en dessous, 3 personnages qui adorent la Trinité avec chacune une inscription. Et on pourra en reparler puisqu'en fait le peintre, ou plutôt l'iconographe qui a dû conseiller le peintre en face du commanditaire, a à la vérité choisi des textes qui ont été réécrits pour les replacer dans ce contexte, et de même pour le contexte qui entoure ces personnages, puisque la peinture est divisée en 2 registres. Le registre du ciel, donc avec la Trinité, le registre de la terre avec ces 3 personnes, mais entouré d'une foule. Et c'est là qu'entre en scène d'une grande foule répartie donc sur ces 3 volets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le volet de gauche, nous avons une foule qui est en fait celle de l'Ancien Testament, où on reconnaît Adam et Ève, la seule femme d'ailleurs dans toute cette foule, mais aussi donc les grands prêtres de Jérusalem. Et puis de l'autre côté, une foule qui est plutôt celle du Nouveau Testament avec quelques apôtres choisis avec soin. On les a pas tous, et un roi, un pape, un empereur dans toute la société. Et dans le ciel, sur les panneaux, 6 des 7 vertus. Donc là encore, un petit choix. Et d'ailleurs, avec évidemment des attributs qui sont extrêmement bien précis, mais là encore intéressant à analyser, puisque autant au XVIIe siècle, on a des manuels presque comme celui de Cesare Ripa, qui disent de très près comment représenter telle ou telle vertu, autant là, on a des choix qui manifestement participent d'un certain éclectisme, en tout cas pour autant qu'on le sache, puisqu'on n'arrive pas pour l'instant à identifier une source pour l'attribution de ces attributs. Et au revers, une annonciation. Et au revers, en effet, lorsque le retable est fermé... Un peu plus classique, finalement. Comment ? Un peu plus classique, presque. Un peu plus classique, mais qui livre aussi son lot de surprises. D'abord, donc, on a cette annonciation qui est, comme souvent avec Bartholomeus Pons, pour ses grisailles, sur un fond qui est un fond très sombre. C'est normal pour une grisaille, c'est du noir et du blanc, mais sur Bartholomeus Pons, tout se détache sur ce fond extrêmement noir, avec sur l'un des volets donc l'ange apparaissant sous le regard du Père, et sur l'autre partie, donc Marie, qui conçoit l'enfant du Saint-Esprit. Je redis tout ça puisqu'en fait on est encore avec la Trinité, le regard du Père, mais qui est assez courant en demeurant sur les annonciations du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'il y a une très très belle force plastique qui se dégage de ces volets latéraux. Parfois on se demande si les grisailles en vérité n'étaient pas mieux peintes que les faces colorées. On pourrait se poser la question d'ailleurs aussi pour ce retable d'une certaine manière, puisque c'était ces grisailles en fait que fixaient les fidèles la plupart du temps. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que aux infrarouges, mais on le voit quand même lorsqu'on scrute la peinture de près, on voit que pour le panneau avec la Vierge, le peintre a eu recours à ce qu'on appelle une mise au carreau, c'est-à-dire un quadrillage qui permet alors soit de reporter un dessin préparatoire, lui-même mis au carreau, soit de mettre en place une perspective géométrique. Or, on voit que la Vierge prit devant un lutrin ouvert, peut-être un symbole, là encore, qui représente la Vierge elle-même, qui se prépare à devenir donc la mère du Christ, mais un lutrin qui a dû nécessiter un petit exercice de perspective géométrique, et on peut imaginer que Bartholomeus Pons, flamand, s'essayant aux effets des Italiens, a pu mettre en place, enfin en tout cas cet élève, ou cette personne, membre de l'atelier ou de l'entourage de Bartholomeus Pons, a pu avoir besoin de s'aider de cette mise au carreau.
Oui, et parfois, excuse-moi, parfois, on peut même se demander si c'est la même main pour les revers, pour les avers, pour les grisailles et pour la face entre guillemets colorée. Oui, on voit aussi ce dessin hein, ils viennent des Flandres, hein, donc c'est des gens qui dessinent avec, on en parlait tout à l'heure, cette couleur des Italiens. Parce que juste avant, dans la salle, il y a les panneaux de Guérard, il y a le Bartholomew Pons juste devant. C'est des coloris très, très acidulés. Le portement de croix de Guérard, acheté il n'y a pas très longtemps, justement. Tout à fait. Je vais en toucher 2 mots après, justement. C'est des... Oui, des couleurs qui touchent au rose, au jaune. Très acidulé. Ouais. Enfin, c'est du rose Pontormo, presque. Et avec, toujours chez Guérard, cette vision du dessin qu'on voit transparaître en fait, à travers la couche picturale. Hein. On voit clairement le trait. Oui, sur Guérard, on voit toujours le trait qui transparaît en dessous. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on peut s'amuser à suivre le geste de l'artiste sous la couche picturale. Parfois, il faut, alors au contraire, avoir recours à l'infrarouge pour voir des choses totalement différentes. Pour le retable de la Santa Casa de Nicolas Cordonnier, un autre artiste actif à Troyes, on s'aperçoit que la scène centrale, qui représente 2 guerriers en train de se disputer les offrandes des fidèles, venait remplacer une scène beaucoup plus classique, je crois, une Assomption, beaucoup plus en accord avec le thème marial du voyage de la maison de la Vierge, donc de Nazareth jusqu'à Lorette en Italie. Je me demande si ce n'était pas un message que les commanditaires s'auto-adressaient, puisque le retable était situé dans une chapelle qui avait pour but de rassembler des aumônes pour reconstruire l'église. On avait reconstruit la chapelle de Notre-Dame de Lorette en premier, et donc quand on réunit des aumônes, il faut en faire un usage charitable, donc on met au premier plan finalement de l'œuvre ces 2 frères qui se disputent les aumônes des pèlerins, puisque la maison de Lorette a été posée par les anges sur leur terrain. Donc je pense qu'il y a parfois des dessins qui sont totalement inconnus et pour lesquels il faut le secours de l'infrarouge pour les retrouver. Et après, pour ce qui est des couleurs, en fait, ces 2 influences qui se mélangent totalement, hein, puisque on voit aussi que les Flamands ont l'habitude de peindre de manière précieuse. Hein. Il faut qu'un retable se voit, c'est quelque chose de très décoratif. On n'est pas face à ces images très synthétiques qui sont celles finalement des Italiens, même si en effet, on sent avec ces retables, on est quand même dans la 3e, la 4e décennie du XVIe siècle, qu'on a ces inventions de thèmes extrêmement acidulés qui peut-être en effet viennent des Italiens. D'autant plus que Grégoire Guérard comme Bartholomeus Pons, alors quelques décennies quand même avant Pontormo, mais quand même, on sait a priori qu'ils ont tous les 2 fait le voyage d'Italie. À une époque où ça n'a rien d'automatique d'ailleurs, mais on sent, notamment chez Pons, qu'on a des modèles qui sont puisés sur, par exemple, la chapelle Sixtine de Michel-Ange, alors que ceux-ci ne sont pas encore diffusés par la gravure. Et on sait qu'ils se connaissaient puisque Pons est documenté chez Guérard à Tournu. Tout à fait, c'est même comme ça d'ailleurs, si je ne me trompe pas, que le nom de Bartholomeus Pons même été attribué au maître de Dindeville. C'est alors qu'en fait il travaille donc dans la maison de Grégoire Guérard à Tournus. Et en même temps, les choses sont totalement liées puisqu'on est dans les 2 cas face à une personnalité qui est active à la fois en Bourgogne et en Champagne. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la géographie administrative d'aujourd'hui et même au fond des grands fiefs du Moyen-Âge ne s'applique pas vraiment en fait au bassin de voyage et de population qui sont ceux de la France du XVIe siècle. C'est ça. Là où potentiellement Pons va plus se circonscrire en se mettant au service des Dindeville, là où Guérard ne sera pas au service en tout cas d'une grande famille comme ça, puisque pour remettre un peu de contexte sur la peinture française entre guillemets produite en France à cette époque-là, dans ce secteur-là, c'est un champ de recherche qui entre guillemets est revenu à la mode, surtout on s'y intéressait depuis pas si longtemps que ça. Guérard, il a été, son nom du moins, a été exhumé il y a à peine 10-15 ans. Tout à fait, oui. 10-15 ans. Avant ça, c'était beaucoup de noms de maîtres de convention et notamment quand on est à Troyes, qu'on va dans les églises, on a énormément de panneaux du XVIe siècle qui cherchent encore d'ailleurs un auteur, hein, puisqu'on a beaucoup de noms de conventions, et c'est un champ de recherche assez récent, hein, puisque c'est un champ, on peut en parler, qui a été en partie lancé à l'Université de Genève sous l'impulsion de Frédéric Elsie, qui a donné lieu à de nombreux colloques sur la peinture en fait, provinciale au XVIe siècle. Donc il y a eu peindre à Troyes, peindre à Dijon, peindre à Toulouse, et c'est dans ce cadre-là, il y a eu la grande exposition François Ier et l'art des Pays-Bas aussi au Louvre en 2017, et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ressurgir ces personnalités que sont Grégoire Guérard et Bartholomew Pons, qui est donc associé au maître de Dindeville, là où Guérard
a pris l'identité du fameux maître du triptyque de 1515, qui est le grand triptyque conservé au musée Rolin à Autun, qui était l'œuvre entre guillemets de référence de cette corpus qu'on commençait à construire. Et après je termine avec ça, une œuvre de référence pour le maître de Dindeville, c'est le grand triptyque de Varzy en Bourgogne, ce sont des œuvres qui sont souvent encore localisées dans les lieux, dans les secteurs où elles ont été produites. Oui, tout à fait. Il faut voyager pour faire de l'histoire de l'art, c'est ça, pour voilà. vraiment la comprendre. Là, au maître de Dindeville, même une autre œuvre de référence, c'est au Metropolitan Museum. C'est différent, c'est plus vraiment... mais c'était pour remettre un petit peu de contexte, je pense aussi, puisque nous, on est souvent dedans, on connaît ces noms-là, mais c'est pas vraiment encore identifié forcément du grand public. Des noms comme Grégoire Guérard, Bartholomeus Pons, même si on en a dans les musées, on en a dans les églises, donc les gens les voient, il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître, d'autant plus, alors comme tu dis, on a encore beaucoup de noms de conventions, et même jadis d'ailleurs, il y a encore 10 ou 20 ans, en dessous des peintures, on mettait un timide cartel qui disait « école flamande » souvent. Oui. Alors y compris dans les salles de vente d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à mesure que ces noms sont connus, le marché de l'art aussi commence à savoir les identifier, ou du moins à savoir saisir qui de droit pour les identifier. Et en effet, on a encore beaucoup aujourd'hui d'artistes qui restent à identifier, et pour lesquels généralement, des gens comme Frédéric Elsig, donc de l'Université de Genèse, ou encore Cécile Scaillerez, conservatrice au département des peintures du Louvre, savent identifier un tropisme troyen ou des modèles troyens, tout en disant, oui mais là, on a des coloris ou un dynamisme qui se ressemblent plutôt de telle ou telle école flamande, par exemple, tel peintre d'Anvers ou tel peintre ou tel climat de Haarlem. Haarlem d'ailleurs, d'où vient Bartholomeus Pons. Et en effet, on est sur cette implantation très locale, en sachant que pour ce qui est de Bartholomeus Pons, donc il travaille, comme tu l'as dit, beaucoup pour les Dindeville, d'où son nom. Alors Dindeville que le grand public en fait connaît sans le connaître, oui, puisque on a les ambassadeurs. Le tableau des ambassadeurs d'Holbein, donc à la National Gallery, un peu la Joconde de la National Gallery, si on peut dire, avec donc Claude Dindeville ou Jean, j'oublie toujours les deux frères parce qu'il y a deux frères, mais c'est pas les deux qui sont sur les ambassadeurs, mais donc Claude Dindeville qui est représenté dessus donc avec un autre ambassadeur, et puis on a aussi donc son frère qui est évêque d'Auxerre. Et alors ceux qui suivent un petit peu les actualités, donc même anciennes, de l'art de la Renaissance en France, savent que le musée des Couans a acheté il y a quelques années un magnifique pavement de la Renaissance qui est en fait donc une commande de l'évêque d'Auxerre, donc pour l'une de ses abbayes, d'ailleurs située aujourd'hui dans l'Aube, et finalement remployée pour le château de Polizy, là où se trouvait justement le tableau des ambassadeurs. Et effectivement, cette empreinte locale, on la retrouve jusqu'au Metropolitan Museum. Donc on voit Moïse et Aaron devant Pharaon, qui est en fait un portrait donc, des frères Dindeville réalisé par Bartholomeus Pons, qui fait toujours des modernités en fait. On sent qu'il a quand même bien regardé les Italiens, parce qu'on a toujours des choses assez étranges. Il y a une peinture où on voit une petite tête émerger entre deux personnages, mais en contrebas. On se demande si ce n'est pas le peintre en fait qui nous regarde. Et puis sans avoir aller jusqu'à New York, au musée des arts décoratifs, dans ces très belles salles, voilà, les deux bannières donc, du musée des arts décoratifs, où on retrouve donc les armes des Dindeville, là encore. Et preuve que la recherche avance, notamment le maître de Dindeville, ils ont produit des portraits indépendants, puisque pendant longtemps donc on était confronté à ces grands triptyques, ces grands retables, mais dans les réserves du Metropolitan Museum, il y a aussi le portrait de l'évêque Jacques de Langeac, attribué par Camille Larraz donc il y a quelques années au maître de Dindeville. Et justement, j'en profite, je fais l'instant en promotion, puisque un ouvrage donc de Camille Larraz et Raphaël Villa de Genève vient de sortir sur les portraits du maître de Dindeville. C'est preuve que ces artistes faisaient tout, faisaient des portraits, des retables, et aussi on a bien l'exemple à Troyes pour Guérard, des vitraux. Tout à fait. C'était des artisans complets qui étaient au service de commanditaires qui leur commandaient Oui, tout à fait. On a même l'exemple au musée. On a une Assomption de Guérard avec un apôtre qui a exactement la même tête que Daniel dans la verrière de l'histoire de Daniel, qui est à même pas 50 mètres de l'œuvre en fait, puisqu'elle est dans l'église Saint-Pantaléon juste à côté. Et juste derrière, ce fameux retable déposé par le musée d'Unterlinden, il a été réalisé par Grégoire Guérard, et la famille troyenne des Mollets, qui avait sa maison à 50 mètres de l'hôtel de Vauluisant. D'ailleurs, on a même récupéré leur cheminée pour la mettre dans les
salles de peinture de l'hôtel de Beauluisan. On a le même blason d'ailleurs, enfin les mêmes armes. Et donc en fait les Mollets ont fait mettre leurs armes sur justement des armoiries qui étaient celles du dauphin, le fils de François Ier. Or, le dauphin est mort en 1532, le dauphin François, et on sait qu'en 1532, les Mollets font travailler Guérard à Saint-Pantaléon. Donc dans le même temps, on peut supposer qu'il leur commande ce petit triptyque, qui me semble trop petit pour avoir été celui placé dans la chapelle de l'église, mais peut-être plutôt un petit triptyque de dévotion privée. Donc on est vraiment face à des artistes qui sont partout, et d'ailleurs qui travaillent non seulement avec un atelier, mais aussi, aussi avec leurs enfants, puisque à côté de Grégoire Guérard, on a ce maître qu'on appelle par convention le maître de Vélony, que Frédéric Elsig, alors Vélony encore en Bourgogne, voilà. Donc on sent qu'il y aurait vraiment un road trip Guérard d'Indeville. L'église de Vélony est tout le temps fermée. J'ai déjà vu ce panneau, j'ai réussi à le photographier par un trou dans un vitrail. Mais avec une magnifique photo d'ailleurs. Mais et en fait, la composition de Vélony est reprise dans un autre tableau qui est conservé à Vienne, également du maître de Vélony. Et donc dans la monographie Grégoire Guérard, justement, il y a quelques tableaux du maître de Vélony, mais qui sont en main privée, ou dont la localisation est un peu... Oui, puis on en a aussi au musée de la PHP, enfin bon, des choses... Dans les réserves, dans les sous-sols. Petite anecdote, je me permets. Le musée de la PHP est en caisse depuis longtemps, et les collections sont conservées au Kremlin-Bicêtre, donc au 6e sous-sol, sous le bâtiment de cardiologie. Et j'y suis allé déjà une fois. Et entre deux cimaises, j'ai aperçu le fameux maître de Vélony, et c'est assez intéressant puisque c'est totalement Grégoire Guérard, et même dans la technique, c'est la même typologie. On voit le dessin ressurgir par-dessus la couche picturale, et c'est des iconographies communes, et stylistiquement, c'est la même chose. Et en fait, également, c'est des ateliers très importants, parce que là, on parle du fils de Guérard, mais on voit dans le corpus Grégoire Guérard, qui commence à être assez important, des différences de qualité notables. Même dans les salles de Vauluisan, on voit un écart, et ça c'est la preuve du travail de l'atelier aussi, puisque comme dès l'époque il était assez connu et loué, les commanditaires voulaient leur triptyque ou leur panneau. Donc, Oui, on le voit dans certaines villes justement de Bourgogne, par exemple à Bourg-en-Bresse je crois, où il y a même assez tôt des témoignages en fait qui disaient telle église avait des panneaux de Guérard et telle autre aussi, d'ailleurs le plus beau c'est dans telle église. Oui, c'est ça. À Bourg-en-Bresse on a le triptyque de Saint-Jérôme qui est sublime, et à côté de ça on a un triptyque qui était conservé dans l'église de Saint-Trivier-de-Courte, juste à côté de Bourg-en-Bresse, et les deux sont côte à côte et il n'y a pas photo. Enfin, on voit clairement la différence de niveau, et ça colle bien avec ce qu'on dit justement par rapport à ce triptyque restauré qui est rapproché de l'entourage de Bartholomew Spons, d'un peintre. Alors il y a le monogramme CPI. Tout à fait. Alors ça c'est une grande histoire. Je vais le résumer de manière très claire. Au moment où je suis arrivé devant le triptyque à Versailles, je venais de prendre mes fonctions, j'avais pas forcément bien potassé le dossier Bartholomew Spons, entourage de Bartholomew Spons, maître de d'Indeville, etc. Et les restaurateurs qui avaient travaillé justement sur le triptyque de Varzy me disent « mais c'est pas un Bartholomew Spons ». Alors là, je commence à blêmir. Et je me dis quand même, c'est pas moi qui l'ai rapproché. Ce sont les spécialistes de la question qu'on a évoqués, Frédéric Elsig et Cécile Scalierez. Et il me dit, bon, pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est forcément la même touche. Et effectivement, quand on regarde, alors on avait le panneau central en face de nous, c'est vrai que les trois visages de la Trinité sont un peu rudes. Alors je pense aussi que le peintre a été désarçonné face à son propre sujet, parce que c'est le visage de Dieu, donc il est parfaitement lisse et peut-être un peu trop. Alors on s'aperçoit quand même en regardant notamment les vertus qu'on a de très belles réussites malgré tout dans ce retable, et puis la restauration bien sûr l'a fait encore mieux ressortir. Et puis quant à la Vierge de l'Annonciation, pour le coup elle est absolument superbe. Mais en effet, quand on le compare aux autres panneaux du maître de d'Indeville, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même chose, jusque d'ailleurs un très beau panneau qui est dans nos salles, le songe de Saint-Joseph, volet d'un retable isolé, peut-être lié à une confrérie de menuisier, pourquoi pas, ou de charpentier, on ne sait. Mais en tout cas, on voit que ce panneau de retable du songe de Saint-Joseph, les figures
figures sont beaucoup plus souples, il y a une certaine inventivité. Il y a des modèles d'ailleurs directement empruntés à la chapelle Sixtine, hein, c'est à celui-ci que je pensais tout à l'heure. Alors que là, on a des choses qui sont un petit peu plus raides. Ce qui n'empêche qu'on retrouve malgré tout la même inventivité, les mêmes coloris, même si on pourra en reparler, les restaurateurs ont encore eu quelques petites frayeurs à mesure que la restauration avançait concernant les coloris, mais en tout cas on est face malgré tout au même truc, et notamment à cette assimilation en fait des modèles italiens, des poses, je sais plus qui, peut-être c'était Muriel Barbier qui avait travaillé dessus de manière assez précoce, avait noté qu'on avait des poses qui étaient assez calmes et qui pouvaient faire penser par exemple à la tenture des Actes des Apôtres de Raphaël, que pour le coup Bartholomeus Pons là encore a pu voir de ses propres yeux dans la chapelle Sixtine. Et je pense, là vous parlez recherche, mais moi je ne suis pas spécialiste de cette période, mais je me dis, vous le disiez tous les deux, cette période de la peinture française finalement a été réattribuée finalement dans les 15-20 dernières années. Toi tu arrives en poste, j'imagine que ça suppose un travail de recherche important. À quelles archives fais-tu appel pour pouvoir travailler et t'approprier tout ce fond? Parce que évidemment tu fais appel à des spécialistes, mais c'est un travail permanent, ce n'est pas un fond finalement qui est connu de longue date, ou du moins bien connu de longue date. Voilà, précisément je parle. Oui, parce que je termine avec cette histoire de contexte. Pour la peinture en Bourgogne, notamment au XVIe siècle, il y a eu une grande expo en 1990 au Musée des Beaux-Arts. Et ça, en termes de bande temporelle, oui, ça fait une trentaine d'années qu'on s'y réintéresse, mais de manière vraiment intensive, avec notamment les colloques de Genève, ça fait 15 ans, oui. 10 ans, le programme. Oui, et puis, alors, après, les écoles régionales ont été découvertes un petit peu à retardement, selon les cas. On sait que ça fait assez longtemps qu'on s'intéresse aux artistes normands, par exemple. Également, en Bourgogne, il y avait des choses. Pour l'école champenoise, c'est quelque chose qui est en effet beaucoup plus récent. Alors après, déjà pour finir sur le monogramme qu'on avait abordé, effectivement, l'intérêt de ce genre d'opération aussi, c'est qu'on parlait auparavant de mettre au monogramme CH, par exemple. Bon, alors, pendant le confinement, pour le coup, ma collègue du C2RMF, qui elle, avait justement sous la main les photographies donc, du panneau qui était arrivé à Versailles, me disait bon, alors on est bien d'accord qu'on lit CPI, là oui, bon, pas besoin d'archiviste paléographe, avec les empattements des lettres on distinguait bien CPI, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les initiales du peintre, hein. Ça peut être par exemple un tel dont le prénom aurait commencé par un C et après Pinksit par exemple pour Apin. Donc en tout cas, au moins on a une base là-dessus, c'est-à-dire que si, alors je le dis aux auditeurs, si vous voyez un monogramme CPI sur un panneau du XVIe siècle, voilà, ce sera sans doute très très intéressant. Alors, pour répondre à ta question justement sur la recherche, dans un domaine comme celui-ci, il y a deux manières de rechercher. La première, c'est à l'attribution, à la correspondance des styles, et c'est beaucoup comme ça qu'ont travaillé des chercheurs, justement comme Frédéric Elsig, comme Cécile Scairest, alors tout en ayant un œil très attentif aux sources écrites, hein. Faut pas croire que c'est uniquement un fonctionnement comme on faisait à l'attributionnisme à l'ancienne, mais c'est quand même parce qu'à force de voir des panneaux du XVIe siècle conservés à différents endroits et de manière très éclectique, hein. Pour ce qui est de Guérard, on a un très beau panneau qui est conservé à Alger, dont le pendant est partagé entre Castres et Couan. Donc il y en a vraiment partout. Une fois qu'on a vu tous ces panneaux, on commence à faire des rapprochements. D'ailleurs, on hésite. Hein. Frédéric Elsig, au début, il pensait que c'était peut-être un petit peu un même maître, finalement, Grégoire Guérard et Bartholomeus Pons. Enfin, il avait formulé cette hypothèse. Et puis après, il reste effectivement la recherche par les archives. Alors, pour ma part, j'ai pas trouvé le temps pour l'instant de me plonger dans les archives troyennes du XVIe siècle, d'autant plus que le travail a déjà été fait au XIXe siècle, qu'il continue d'ailleurs, avec des chercheurs très soucieux pour l'instant de préserver leurs résultats de travail. Bon, ils ont sans doute leur raison. On espère qu'un jour il y aura une très belle publication là-dessus, avec beaucoup de scoops dans les archives notariales. Reste en revanche, alors un projet qui pour moi me tient à cœur, c'est d'aller chercher dans les archives révolutionnaires.
Encore faut-il les trouver, puisque dans ce grand remue-ménage qu'a été finalement le déplacement des œuvres d'art dans l'Aube à la Révolution, eh bien, on a du mal à trouver des inventaires, on a du mal à trouver également ne serait-ce que des comptabilités, par exemple, pour trouver des traces des déplacements, puisqu'on paye toujours pour ça des portefeuilles, des manœuvres, et même ça, on a du mal à les trouver pour le moment. Ou alors on trouve des inventaires, mais pas du tout sur ce qu'on cherche. On cherche les confiscations chez une communauté religieuse, et ça n'est que l'inventaire des draps, par exemple, qui vont être destinés, envoyés aux armées. Donc, mais c'est pas pour autant qu'on manque d'archives, et on va essayer de les trouver. Mais en ce qui me concerne, je me substitue pas du tout justement à ces grands spécialistes qui ont véritablement ces styles dans la tête. C'est un travail de collaboration, finalement. C'est un travail de collaboration, tout à fait. On a on a des liens très très étroits avec ces spécialistes, et d'ailleurs, il faut souligner le travail de Cécile Scairez qui a beaucoup fait pour l'enrichissement des collections troyennes. Tu parlais tout à l'heure, Nicolas, du panneau de Grégoire Guérard qu'on a acheté donc en 2018, si je ne dis pas de bêtises, le portement de croix, oui. Très très beau. C'est bien souvent Cécile Scairez qui nous a chuchoté ces opportunités. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et encore aujourd'hui. Jusqu'à un très récent panneau. Oui, on aura l'occasion d'en parler quand ça sera bien officiel. Sur coup de fil, alors j'espère on va en parler. Tout à fait. Mais normalement, nos techniciens sont allés le chercher aujourd'hui dans le cabinet d'un expert parisien. Très bien, ça. Après paiement du panneau. Donc bientôt encore un retable en cours de reconstitution. Là Super, encore. Ça. Oui, et Cécile Scairez qui était à l'origine, qui était la commissaire de l'exposition François Ier et l'art des Pays-Bas en 2017 au Louvre. Donc c'est là où le grand public, justement, en tout cas une part du grand public, a pu découvrir Grégoire Guérard, même redécouvrir des peintres du XVIe siècle français potentiellement un peu connus, puisqu'ils ont été proches de la cour, comme Jean Cousin. Oui, Noël Bellemare. Noël Bellemare aussi, qui a travaillé à Paris. Voilà, pour remettre encore une fois du contexte. Peut-être, alors je ne vous coupe pas sur ces spécialités-là, mais du point de vue peut-être plus des acquisitions, puisque ça va un petit peu dans cette lignée-là, en tant que conservateur, quelle est un peu la dynamique que tu veux impulser dans les acquisitions à venir, et puis quels sont tes appuis. On n'a pas parlé un petit peu ce midi de la Société des Amis, qui est existante depuis assez longtemps finalement, et donc oui voilà, comment ça se met en place, et quels sont tes projets? Alors, bien souvent, dans les musées qui n'ont pas des moyens très importants, ou en tout cas pas illimités, les acquisitions, quelque part, elles s'imposent presque à nous. Oui. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas acheter, on va dire, toutes les œuvres qui présentent un intérêt, parce qu'il y en a beaucoup, surtout dans un champ chronologique qui va du Moyen-Âge au 19e siècle pour le musée des Beaux-Arts. Alors du coup, on essaie de faire rentrer chez nous en priorité des œuvres, alors soit qui forment un ensemble avec celles qui sont présentées, forment un véritable ensemble pour des œuvres qui étaient à l'origine faites pour être côte à côte, ou bien qui constituent donc un ensemble en termes de style ou en termes d'auteur. Et pour ce qui est donc des œuvres présentées au musée de Vauluisant, Guérard étant un peintre rare, effectivement, on essaie, dans la mesure du possible, donc de faire entrer des œuvres de Grégoire Guérard dans la collection, quand elles correspondent par exemple à sa période troyenne, parce qu'on arrive parfois à le savoir, ou alors une partie de sa période bourguignonne, où on sait qu'il était aussi présent à Troyes. Mais pour ce qui est des acquisitions pour cette collection, on arrive à être encore plus précis, notamment par exemple en se concentrant sur des panneaux qui constituent le volet d'un retable, dont on peut avoir un autre volet latéral ou le panneau central. Quelque part, ça nous donne un peu une ligne directrice, et qui présente aussi ces acquisitions quelque part comme un devoir, ce qui est important, puisqu'il faut parfois aussi se faire violence quand on demande par exemple à nos amis donc de nous soutenir, puisque alors ils nous soutiennent toujours très volontairement, mais parfois un petit peu au-delà de ce qu'ils arrivent à mettre de côté par an, donc ça veut dire qu'on tape dans la tirelire, si j'ose dire. Donc il faut le faire pour de bonnes raisons, et en l'occurrence lorsqu'on fait rentrer des panneaux donc du XVIe siècle dans la collection, c'est soit parce qu'on a vraiment le devoir de reconstituer un ensemble démantelé, ou parce que le panneau est exceptionnel. On a eu la chance donc en 2018 de pouvoir donc acquérir ce très beau panneau de Grégoire Guérard auprès d'un marchand qu'on a acheté parce qu'il était de très bonne qualité, qu'il était suffisamment peu cher, et aussi parce qu'il s'inscrivait très bien dans ce concept de la période troyenne de Grégoire Guérard. Mais le reste du temps, on essaie de reconstituer des choses que nous n'avons plus, ou de se concentrer sur ces
artistes rares, et là je parle du XVIe siècle, mais je pourrais aussi parler du XIXe siècle, où nous avons nos artistes rares et aussi nos fameux sculpteurs troyens, où parfois on essaie vraiment de trouver des pièces du puzzle qui véritablement nous manquent. Oui, bien sûr. Et tu nous parlais justement tout à l'heure d'un peintre, avant de revenir sur la restauration du triptyque, parce que je crois que tu avais encore quelque chose à dire, tu nous parlais tout à l'heure justement d'un peintre troyen du 19e siècle. Tout à fait. Paysage. Peintre de paysage, tout à fait. Un peintre de paysage qui s'appelle Charles Cuisin, un peintre qui est véritablement retourné à Troyes après avoir été 1 an dans l'atelier de Gros entre 1834 et 1835, hein, donc le baron Gros, élève de David, qui a été un des plus importants maîtres des 2 premières décennies du 19e siècle et qui après n'est pas parvenu à se renouveler malgré l'admiration qu'il avait de certains de ses devanciers, devancier n'est pas le bon mot, mais de peintres un peu plus à l'avant-garde comme Géricault. Et donc Gros se suicide, Cuisin revient à Troyes et il peint pendant toute sa vie des paysages qui sont des effets de clair de lune, des effets de crépuscule, où les monuments et les arbres sont finalement des silhouettes découpées à contre-jour. Durant une période assez courte, à ce que tu disais. Oui, une période parce qu'il est actif de 1841 à sa mort en 1859, et ça fait partie de ses personnalités très reconnaissables, avec une œuvre très originale et très belle, hein. C'est pas uniquement parce que c'est troyen qu'on s'y intéresse, il y a une vraie puissance qui se dégage de ces tableaux, et c'est un peintre très reconnaissable. Si vous allez sur Google Images et que vous tapez Charles Cuisin Troyes, vous verrez tout de suite de quoi je parle, avec ses effets de crépuscule et ses silhouettes à contre-jour, et on n'identifie que 6 toiles de ce peintre, 5 chez nous et 1 au Louvre, qui a transité d'ailleurs, on le sait, grâce à l'étiquette au revers, par une personnalité troyenne. Donc si vous avez un Charles Cuisin chez vous, et c'est peut-être le cas alors que vous ne le savez pas. Donc regardez les images dont je vous parle, et puis si jamais ça vous semble correspondre, n'hésitez pas à nous contacter. Mais ça permet de voir comment est-ce qu'on fait progresser une collection comme celle-ci. On a nos maîtres du XVIe siècle, on a ces confiscations révolutionnaires, dont beaucoup d'ailleurs se sont échappés du musée avant qu'on les retrouve parfois, hein. C'est le cas très probablement pour cette Cléopâtre de Jean Tassel, un peintre du XVIIe siècle dont on a déjà parlé sur Coupe Filard. Voilà. Et ensuite on a effectivement ces artistes du XIXe siècle qui forment un terreau extrêmement fécond. D'ailleurs en termes de projet d'exposition, c'est soit sur le XVIe siècle, soit sur le XIXe, soit sur ces saisies révolutionnaires qu'on aurait des sujets potentiels à exploiter dans les prochaines années. Des sujets de recherche également, notamment sur cet artiste-là. Et un artiste que tu as cherché à mettre en valeur dans l'accrochage 19e spécifiquement, également, qui fonctionne par thème et qui s'achèvera au cours de cette année. Donc aussi, il faut inciter les gens à venir le voir avant... Tout à fait. Si vous avez toujours rêvé de regarder les collections du 19e, du 19e siècle, si vous avez toujours rêvé de regarder les collections du 19e siècle du musée de Troyes qui habituellement ne sont pas exposées faute de place, il faut vous précipiter à Troyes, où d'ailleurs vous aurez quand même l'occasion de voir de très beaux artistes, y compris des artistes peu connus, pour lesquels les recherches sont en cours, aussi bien à Troyes qu'ailleurs, comme Étienne Barthélemy Garnier, dont on présente une très très belle toile, hein, dont la monographie vient de sortir d'ailleurs, et notre œuvre y figure en belle place, mais effectivement on a consacré un accrochage donc temporaire à nos collections du 19e siècle qui s'intitule sobrement Le meilleur du 19e siècle dans les musées de Troyes. Il y a de belles pièces, c'est vrai. Ou d'ailleurs, croyez bien que ce n'est pas un choix volontaire que de mettre à l'écart ces collections d'habitude. On est les héritiers des choix des années 50, qui n'étaient pas non plus d'ailleurs des choix si arbitraires, hein. C'est l'époque où on a choisi de cesser d'abandonner nos collections médiévales à la pluie, aux intempéries et à la pollution dehors, et qu'on les a rapatriées à l'intérieur. Le 19e siècle a pris le chemin des réserves, et notre très important fonds quand même de peinture française 17e, 18e méritant d'être montré dans son entier, c'est pour l'instant le 19e siècle qui est réduit à la portion congrue. Oui, mais ça permet aussi d'embrayer sur la question des restaurations qui ont pu être faites au cours de cette redécouverte 19e, et ça permet aussi, je crois que tu voulais rajouter quelque chose sur la restauration du panneau de Bartholoméus Pons, je crois.
Tout à fait. Alors justement, sur ces restaurations, c'est que cette exposition du 19e siècle nous donne envie d'en voir plus. Là, on vient d'attribuer le marché de restauration pour le plâtre du salon du Saint-Jean-Baptiste de Paul Dubois. Paul Dubois, qu'on connaît pour son chanteur florentin, qui est le best-seller de la sculpture du 19e siècle. Et le Saint-Jean-Baptiste, qui d'ailleurs orne nombre de fonds baptismaux en France, et qui est une sculpture extrêmement puissante et, peut-on dire, le prototype du chanteur florentin, puisque c'est avec le Saint-Jean-Baptiste que Paul Dubois commence cette série de charmants bambins inspirés donc de Donatello en fait et de la sculpture florentine du Quattrocento, avec ce Saint-Jean-Baptiste qui, du haut de ses 1,50 m et de sa taille d'adolescent, a ce cri extrêmement puissant qui marque son visage et qui est vraiment une œuvre magnifique qu'on pourra admirer un jour, je l'espère, dans les galeries des musées de Troyes. Et donc, et par rapport justement à des œuvres plus anciennes, justement sur le panneau il y avait une histoire par rapport au cadre peut-être. Alors, le cadre du panneau central. Alors pour revenir, donc au retable de ce maître CPI de l'entourage de Bartholomeus Pons. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que on a fait donc la restauration en plusieurs fois, puisqu'on a d'abord traité les panneaux latéraux, puis le panneau central. Pour des raisons d'organisation administrative et budgétaire, on aurait dû normalement tout engager et tout faire de manière échelonné, mais on a dû faire comme ça. Or, lorsqu'on est passé au panneau central, on a eu quelques petits chocs. D'abord, on s'est aperçu qu'il n'avait pas du tout subi la même histoire. Il était un petit peu plus usé, ce qui montre que d'ailleurs, ces retables qu'on démantèle sans doute à la Révolution, parfois avant, et qui après servent à être vendus, notamment pour devenir ensuite l'ornement des cabinets des collectionneurs. Ces panneaux, donc on a vu qu'ils avaient subi une histoire très différente, avec un vieillissement très différent, et que d'ailleurs on avait aussi appliqué je crois que c'était sur le panneau central, une espèce de jus, de vernis un peu sombre, comme une sorte de patine d'antiquaire, qui avait aussi le mérite de masquer certaines usures de la couche picturale, et notamment de certains manteaux orange. On retrouve le même orange sur le panneau central et sur les volets latéraux, et au moment donc du nettoyage du panneau, les restaurateurs ont été bien embêtés, puisque on n'allait pas s'amuser à repeindre le manteau orange du panneau central pour qu'il ait la même intensité chromatique que le manteau orange des volets latéraux. Ça ne se fait plus aujourd'hui, on l'aurait sans doute fait au 19e siècle sans état d'âme, d'autant plus que la restauration elle se veut relativement peu interventionniste. On laisse comme d'habitude les traces des brûlures des cierges, et si une couleur est usée, on va chercher, comme on dit, à calmer l'usure, peut-être en faisant quelques retouches, mais certainement pas à repeindre sur toute la zone qui est usée. Finalement, en finissant le nettoyage du panneau, on s'est aperçu que le tout restait assez cohérent. Les restaurateurs ont quand même dû calmer un peu les usures. Les restaurateurs, je peux donner leur nom d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors je donnerai que ceux qui dirigeaient un petit peu le groupe, mais donc à la tête du groupement, nous avions Anthony Pontabry, un restaurateur qui maintenant est à la retraite. Qui a travaillé à Colmar sur le... Tout à fait, qui a travaillé sur le grand... le grand retable de Grunewald, donc le politique d'Unterlinden, et puis aussi de temps à autre sur la Joconde, entre autres. Accessoirement. Et puis donc du côté des restaurateurs support, donc ils étaient plusieurs, mais donc sous la houlette de Jonathan Grindorge, donc qui a conduit la restauration du côté du support, avec tout un ensemble. Alors je ne saurais pas bien le décrire, mais évidemment donc tout un ensemble d'assemblages qui permettent donc de faire tenir les planches entre elles, et puis aussi des cales en balsa, parfois vissées, parfois tenues. Le balsa qui a des propriétés mécaniques assez intéressantes, avec cette idée qu'il faut que ça puisse jouer, mais pas trop, puisque sinon ce qu'on voit bien justement quand on est derrière. Tout à fait. Quand on est derrière le retable, j'ai voulu qu'on puisse tourner autour pour voir les faces latérales, et je me suis dit tiens, derrière on voit tout, et on voit très bien ce qui est d'origine et ce qui ne l'est pas, mais ça permet quelque part de
de voir un peu ce que ce retable a sous le capot. Oui, ça raconte quelque chose de son histoire aussi. Et ça raconte quelque chose de son histoire, effectivement, que ces choses-là ne sont pas parvenues jusqu'à nous comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les volets latéraux avaient toujours leur cadre, mais pas le panneau central. Donc, il a fallu refaire un cadre. On a choisi, ça paraissait tomber sous le sens, de prendre donc la même mouluration. Il se trouve que les cadres latéraux sont dorés, mais avec des inscriptions qui donne notamment l'origine, l'identification des vertus. On n'a pas voulu s'amuser évidemment à mettre de la dorure et à reconstituer des inscriptions sur le panneau central, puisqu'on aurait été bien en peine de savoir ce qui était écrit sur ce cadre. D'autant plus qu'on a des textes extrêmement choisis, un texte de Saint Augustin sur Abraham qui est transposé à la première personne, puisque sur le panneau ça devient Abraham qui parle et non plus Saint Augustin qui fait le commentaire sur Abraham dans des phylactères. Donc on n'allait pas s'amuser à reconstituer tout un texte savant sur ce cadre. Et puis par bonheur, la couleur chêne clair avec la patine qu'on y a appliquée, et c'était volontaire, s'est approché finalement de la dorure usée qu'on a sur les panneaux latéraux, et ça permet d'avoir un ensemble qui est cohérent. Au début j'hésitais à restituer une cerne noire qui s'est avérée être un cerne bleu-noir en fait sur l'extrémité du cadre, mais on s'est dit faut être honnête, soit on reconnaît que c'est un cadre moderne et on le maquille pas du tout, soit on le maquille mais à ce moment-là totalement. Bon, et on a pris le parti le plus simple, et finalement alors ce retable on a dû le monter heureusement en 3 morceaux, comme là le cadre central n'est pas d'origine, les 3 panneaux peuvent être disjoints avec des charnières amovibles, et c'est comme ça qu'on a monté dans l'escalier en colimaçon du musée ce panneau en 3 parties, assez lourd quand même, enfin ce retable en 3 panneaux. L'escalier qui est serré quand même. Et qui est bien serré. Et puis d'ailleurs, vous l'avez expérimenté tout à l'heure, avec des marches un peu glissantes, avec des marches inégales aussi. Et puis même le socle a dû venir en plusieurs morceaux, un socle de 3,20 m de long, mine de rien, pour présenter un retable ouvert avec une mise à distance. Donc on s'est amusé à l'assembler là-haut. Et pour la serrurerie de la ville de Troyes, ça a été aussi d'ailleurs un exercice assez hors du commun, puisque pour une fois, il ne s'agissait pas de faire des petites cales en métal ou alors de réaliser un cadre pour des opérations techniques diverses et variées, mais de fabriquer des étais pour un retable du XVIe siècle, où il fallait qu'il soit suffisamment bien maintenu, mais qu'on puisse aussi le mettre en place ou l'enlever sans l'abîmer. Donc avec des cales amovibles, quelque chose qui a vraiment été fait sur mesure. Moyennant quoi, on peut aujourd'hui admirer un retable que plus personne n'a peut-être admiré dans son intégrité depuis maintenant plus de 200 ans en fait, si on imagine qu'il a été démantelé à la Révolution depuis peut-être 250 ans. Oui, et puis c'est un vrai témoignage aussi de la collaboration que ça suppose, aussi bien vis-à-vis des chercheurs que pour toi, mais aussi avec les restaurateurs, et puis du coup des membres, plus des artisans d'une certaine manière. Donc c'est une collaboration complète. C'est une collaboration complète. Ce retable, il a fait travailler beaucoup de monde, et on s'aperçoit en fait, on imagine toujours que les musées sont des lieux finalement assez figés, une cloche de verre très jolie dans laquelle il y a juste à faire la poussière une fois que c'est fait. Mais en fait, on n'imagine pas toute l'énergie qu'il y a en fait derrière l'installation d'une œuvre comme celle-ci. Et en fait, c'est une formidable aventure humaine qui part d'une idée, réunir 3 panneaux du même peintre et qui formaient la même œuvre et qui ont été séparés pour enfin la présenter au public avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas aussi sur l'œuvre. Pour la délectation de tous, pour reprendre les mots de l'ICOM. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. On a abordé pas mal de sujets. Beaucoup, oui. C'était très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin, ou est-ce que tu veux nous parler d'un projet pour les musées de Troyes, ou quelque chose à venir bientôt, un autre artiste? Alors d'abord, j'ai à vous dire que Troyes est une ville qui non seulement vaut le voyage, mais je dirais même vaut le week-end. Il n'y a pas que nos retables qui sont polychromes, le centre-ville l'est aussi, avec ces très belles maisons à pans de bois du XVIe siècle ou restaurées dans le style du XVIe siècle. Plusieurs musées, le musée d'art moderne qu'on projette de rouvrir cette année, donc après une dernière phase de travaux. Et puis donc ces différents musées d'art dont on a parlé, musée des Beaux-Arts et musée de Vauxluisant. Et puis enfin,
il y a l'aventure au long terme de cette collection avec plusieurs projets d'exposition, mais qui là encore passeront aussi par des recherches, des bonnes idées et de la collaboration. Donc si l'un de ces 3 thèmes vous dit quelque chose, l'étude des saisies révolutionnaires et leur voyage entre la province et Paris au hasard des confiscations, des ventes, des rapatriements à Paris, des choses faites pour être vendues à l'étranger. Donc les saisies révolutionnaires, on sait qu'on avait 700 œuvres conservées pour les musées de Troyes à la Révolution, et lorsque le musée a ouvert, on en exposait à peine, je pense, une 50aine. Donc on a de la marge pour retrouver toutes les autres. Donc les saisies révolutionnaires, l'art du XVIe siècle à Troyes, où on est en train de réunir toutes les bonnes volontés pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas faire une belle exposition sur l'art troyen du XVIe siècle, sur tous les supports, peinture, sculpture et même vitrail. Et puis également, il y a toutes ces pistes sur l'art du XIXe siècle, notamment Cuisin dont j'ai parlé, mais aussi Gabriel Atto, une grande institution parisienne dédiée au dessin. On devine laquelle, il n'y en a pas 36, vient d'acheter récemment une feuille de Atto. On va travailler ensemble un peu pour l'identifier. Mais il y a tous ces artistes du 19e siècle troyen qui méritent aussi d'être mis en lumière. Et le musée Camille Claudel à Nogent, d'ailleurs, y travaille aussi. Mais en ce qui concerne Troyes, on privilégie, vous l'aurez compris, les pistes de recherche un peu inédites. Donc, s'il y en a qui veulent nous aider à travailler là-dessus, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à se signaler. Le message est passé. En somme, venez à Troyes, venez voir les musées de Troyes, et surtout n'oubliez pas d'aller dans les églises également, puisqu'il y a beaucoup d'églises à Troyes qui sont extrêmement riches. Alors on a parlé 16e siècle, donc là vous allez voir des panneaux peints, des sculptures, mais il y a aussi du 17e, du 18e, on pense au Jacques de l'Étain, très nombreux dans l'église Saint-Rémy. Et effectivement, Troyes vaut le détour. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci Juliette aussi. Et puis à très bientôt. À bientôt.